Bonsoir à toutes et tous pour cette soirée intitulée Colombie, première à gauche, co-organisée par l'association culturelle Joseph Jacquemot et à contre-courant, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, le 19 juin dernier, Gustavo Petro et Francia Marquez, les candidats du pacte historique, cette coalition de gauche, devenaient le président et la vice-présidente de la Colombie, et ça mettait fin à 214 ans de gouvernement de droite, présidence de droite, pardon. Et la victoire du pacte historique apporte beaucoup d'espoir dans un pays qui est rongé par les inégalités, ravagé par des années de guerre civile, marqué par le terrorisme d'État et traversé par des mouvements sociaux importants. Et justement, on avait pu en parler avec un de nos intervenants déjà précédemment. Soutenu notamment par la jeunesse, par ces mouvements sociaux, Petro et Marquez portent un programme de vastes réformes structurelles, mais des questions demeurent. Et donc, on est là aujourd'hui pour répondre à ces questions. Et on a l'occasion d'accueillir deux personnes qui connaissent très bien le sujet, en l'occurrence Gillian Mahmoud, qui est représentante internationale de Colombia Humana, une des parties constituantes du pacte historique, et Paul-Émile Dupré, qu'on avait déjà accueilli ici, un de nos amis à contre-courant, qui était observateur international du processus électoral, et qui vont tous les deux nous parler de ça. Alors, merci à elle et eux. Je tenais aussi à remercier mon collègue Thomas qui se charge dans les coulisses de la technique, qui a bien préparé ce petit Facebook Live. Alors, on va commencer tout d'abord. Peut-être, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous peut présenter un peu justement le profil de Gustavo Petro et de Francia Marquez pour un peu rentrer, pour présenter à nos auditeurs, nos auditrices qui ne seraient pas familiers avec ces figures? Peut-être que moi, je peux m'occuper de Gustavo et Gillian de Francia. Ça me paraît une excellente idée. Donc voilà, Gustavo Petro, il a 62 ans. On le connaît ici, en fait, en Belgique, parce que quand il est sorti de la guérilla M19, une guérilla guévariste qui était née d'une fraude électorale en 1971 ou 73 du parti ANAPO. Bon, cette guérilla, disons, de nationalisme tel qu'on entend en Amérique latine, nationalisme, c'est-à-dire contre l'impérialisme, est né à ce moment-là, et lui s'est enrôlé d'abord comme dirigeant étudiant et puis comme guerriero. Il n'a jamais vraiment porté les armes, etc., mais enfin, il a quand même pris le risque dans la clandestinité et tout ça. Et puis, il y a eu un processus de paix, une nouvelle constituante en Colombie, et il a, à partir de ce moment-là, vraiment opté pour la paix, de façon très radicale, et il a d'abord été, comme je disais ici en Belgique, à l'ambassade de Belgique, il a étudié à Louvain-la-Neuve le développement soutenable, etc. Et ça influence pas mal son programme, je dirais. Et après, il a été sénateur, très brillant. Il a fait des grands débats sur le paramilitarisme et l'argent et la présence de paramilitaires dans le Congrès colombien, par exemple. Il a fait des gros débats aussi sur la question agraire. Voilà, il est économiste et il a été aussi, après avoir été sénateur et avant d'être de nouveau sénateur, il a été maire de Bogota. Il a fait une gestion très audacieuse, des grands projets. Et puis, en fait, il a eu un impeachment par un procureur qui a été à l'origine de cet impeachment, qui a été déclaré illégal après par la Cour internationale des droits de l'homme. Voilà. Et donc, c'est la seconde fois là qu'il se présente à la présidence. Il avait eu une très belle campagne déjà en 2018. Et puis, cette fois-ci, il a donc gagné au second tour en 2022. Ok, et bon, la vice-présidente a aussi un profil un peu atypique. Tout à fait. Francia Marquez, disons qu'elle regroupe un peu toutes les luttes populaires colombiennes. Elle regroupe aussi la lutte des classes, comme la lutte antiraciste, comme la lutte des femmes. C'est une femme assez jeune, elle a 40 ans.
Elle a été mère adolescente, elle a été travailleuse domestique, mais c'est pas ça ce qui la définit les plus. C'est qui la définit les plus. C'est plus son activisme pour la défense de l'environnement. Elle a été notamment très, très reconnue pour sa lutte contre l'exploitation minière. Elle a d'ailleurs eu plusieurs prix internationaux à cause de ça. Et ça l'a valu aussi plusieurs menaces contre sa vie, menaces de mort de la part des paramilitaires. Elle a été déclarée objectif militaire plusieurs fois. Elle a dû s'exiler aussi pendant différentes périodes. Et donc, c'est une femme noire de la région des Cauca, qui est aussi une région très impactée par la violence armée. Et disons que toutes les problématiques confluent et s'alimentent les unes des autres. Donc, l'exploitation minière et les paramilitarismes coexistent normalement dans plusieurs régions. C'est le cas du Cauca. Donc, Francia Marquez, c'est une première. C'est une première parce que c'est une afrodescendante, parce que c'est une femme, parce qu'elle ne vient pas d'une famille traditionnelle évidemment, mais aussi parce qu'elle représente l'axe transversal du programme du Pacte Historico, qui est la lutte contre qui est défaire la transition écologique. On va avoir l'occasion de revenir là-dessus. Alors, avant de passer un peu justement comment cette victoire s'est construite et dans quelles conditions et sur quel programme, si vous pouviez, juste avant, je me suis un peu emballé dans le cadre de la présentation parce que le sujet est tellement enthousiasmant. J'ai oublié un peu de vous demander aussi de vous présenter brièvement, même si voilà, j'ai déjà évoqué. Mais comme ça, nos spectateurs et spectatrices seront plus familiers avec vous aussi. Ils sauront d'où vous parlez. Moi, c'est Gilliane Mahmoud. Je suis la secrétaire internationale de Colombia Humana. Colombia Humana n'est pas uniquement un des partis du Pacte Historico, mais c'est le parti du président Gustavo Petro. Et c'est aussi les mouvements autour duquel on a construit les pactes historicaux. Je suis aussi experte en développement économique et social. Et voilà. Merci. D'accord. Bon, donc, très honorée de partager le crachoir avec Gilliane Mahmoud. Donc, moi, je suis en fait, je suis juriste. J'ai travaillé en Colombie dans les années 80. Après plusieurs années, j'ai commencé à faire des programmes là-bas et j'étais en train de vivre en Colombie, en fait. Et puis, je me suis fait expulser. Et j'ai travaillé sur les droits de l'homme depuis toutes ces années parce que ça a toujours empiré, en fait, depuis 1988. Donc, je me suis toujours occupé des questions des droits de l'homme. J'ai travaillé au Parlement européen, dans la question du commerce international. Et ici, j'étais en Colombie pour les 3 processus électoraux parce qu'il me semblait que c'était un rendez-vous électoral très important. Donc, pour les législatives, fin février, pour la première présidentielle et pour la seconde présidentielle, je suis resté sur place entre les 2 présidentielles. Et voilà, c'était un processus d'observation très intéressant, très compliqué, très angoissant, parce que jusqu'à la dernière minute, on a cru vraiment que le gouvernement allait frauder fortement. Ça n'a pas été possible à cause du vote tellement massif, mais dont je dirais par exemple qu'on a assisté vraiment, on a vu des registres d'achat de vote aux législatives. On a aussi, on s'est prononcé plusieurs fois comme Transform, si on était une délégation de Transform, là, l'ONG qui est associée à la gauche internationale, enfin la gauche européenne. Et donc, on a pu aussi, on a fait plusieurs communiqués en demandant aux autorités d'être objectives dans le traitement des élections. Donc, il y a eu vraiment une intervention scandaleuse du président sortant et du chef de l'armée, etc., contre Gustavo Petro, etc. On a aussi beaucoup réclamé parce qu'ils n'ont jamais voulu faire un audit du software électoral. J'arrête, je vais arrêter. OK. OK. Et en gros, c'était ça, je voulais dire. C'est ces 3 choses-là, je peux dire qu'on a vraiment… Alors finalement, ça n'a pas été possible de faire cette fraude. Voilà.
Mais comment on va avoir l'occasion, ne t'inquiète pas, Paul-Émile, on va avoir l'occasion C'était sur mon papier de parler maintenant. de revenir là-dessus, mais c'est Ok. pour justement pour aller expliquer un peu la situation aux gens qui n'y connaissent rien, contrairement à vous, d'essayer de remettre ça dans un cadre un peu plus structuré, un peu plus comment évident. Ben, peut-être l'un ou l'une d'entre vous peut évoquer un peu la situation économique qui, enfin, voilà, qui existe dans ce pays. Malheureusement, peut-être que dans les médias européens, on n'évoque que trop rarement la situation concrète de la Colombie, bah, tous ces problèmes d'inégalité. Et donc, ça peut peut-être être une porte d'entrée intéressante pour voilà, voir comment on est arrivé à cette victoire du camp progressiste. Gillian? Alors, oui, la Colombie, c'est les pays les plus inégaux au monde si on prend en compte la répartition de la terre, l'accès à la terre, à la propriété de la terre. Et c'est aussi en termes de Gini avec les Brésil, les pays les plus inégalitaires de l'Amérique latine. Pendant la pandémie, plus de 40% de la population s'est retrouvée sur la ligne de la pauvreté. Donc, c'est un pays inégal et pauvre aussi, qui n'a pas d'institutions fortes, qui n'a pas de services publics, où l'accès à l'éducation est un luxe, où l'accès à la santé, pareil. Donc, il faut savoir que c'était une situation qui ne s'est pas déclenchée avec les Covid. C'est-à-dire, la crise, elle venait de beaucoup avant. Et en 2019, il y avait déjà eu un soulèvement populaire, notamment de la part des étudiants, qui demandaient l'accès à l'éducation, mais aussi le respect des accords de paix. Et ça a été un soulèvement très important, mais qui a du coup été interrompu par la pandémie, par les confinements, etc. Sauf que la pandémie n'a fait que accentuer toutes ces difficultés et toute la crise économique, notamment les foyers mettaient par exemple un drapeau rouge sur les fenêtres pour indiquer qu'ils ne savaient plus à manger. Donc on voyait des drapeaux rouges partout. Et ça a causé un effet qui a fait que les gens ont décidé de sortir à la rue, même si on était en confinement, même si on était en pandémie. Il y avait d'ailleurs des slogans qui disaient les gouvernements Duque est plus dangereux que les Covid-19, donc on sort dans la rue. Et on ne peut pas parler de la victoire sans parler de ces mouvements sociaux qui viennent notamment de la part des jeunes. Et aussi qui a fait que la société s'est rendue aussi compte du genre de régime qu'on subissait. Parce qu'il y a eu pas mal de gens qui n'étaient pas forcément politiquement, qui n'avaient pas forcément d'affinité politique avec nous, mais qui ont vu la répression aussi brutale et qui se sont dit c'est plus soutenable. Donc, ça a été effectivement les débuts du chemin vers la victoire. Okay, bah, justement, sur toutes ces mobilisations, voilà, tu viens d'aborder un peu le sujet. Ça remonte assez loin parce que là, il y a une série de mobilisations qui ont déjà commencé avant la pandémie. Donc, on en avait déjà brièvement parlé l'année dernière, justement avec Paul-Émile. On peut peut-être revenir aussi sur ce processus de mobilisation, sur ce qui a changé au niveau des forces progressistes, sur la façon dont elles ont élargi aussi leur base sociale, ce qui a permis cette victoire. Moi, je crois que la victoire est basée sur deux facteurs, quoi. La question de l'accord de paix qui a démarré en 2016, et alors sur cette question, on va y revenir, je crois, et sur cette question de la mobilisation, il y a une mobilisation étudiante en 2019, avant la pandémie, qui était très, très forte quand même, qui ressemblait un peu à la mobilisation au Chili. Et donc ça, c'est les étudiants, la question d'éducation plus que tout. Puis la pandémie est arrivée, et donc on n'a plus pu manifester, puisque c'était le contrôle social total, mais enfin médical et tout ça. Et après, donc, au moment où on a pu de nouveau manifester, ça a éclaté essentiellement avec une réforme fiscale hallucinante. Alors, en gros,
ce gouvernement, c'est vraiment le gouvernement des ex-ultra riches, quoi, vraiment du 5, même pas 1%, quoi, c'est vraiment... Et en particulier, le plus scandaleux, c'est un monsieur qui s'appelle Sarmiento, qui est le numéro 13 sur la liste de Forbes, qui est immensément riche en une génération, etc., et qui a des cadeaux. C'est ce genre de personnes qui ont reçu du gouvernement, alors, au moment de la pandémie, un cadeau fiscal hallucinant, quoi. Donc, vraiment, alors que les gens, comme disait Gillian, crevaient de faim, perdent leur boulot, etc., et le gouvernement a fait un cadeau fiscal incroyable. Et, alors, c'est cadeau fiscal pur, et puis les cadeaux sur le fait de la privatisation de la santé. Ça, c'est un autre cadeau qui a été fait à ces ultra riches, et à lui d'ailleurs en particulier, pas seulement, et la question de la privatisation de l'éducation, hein, pour ne pas parler de tout aussi, de toute la question des terres, quoi, où vraiment le gouvernement, normalement, il y a une loi en Colombie qui ne permet pas l'accumulation de terres au-dessus d'un certain nombre d'hectares. Et ce type-là, par exemple, a des millions d'hectares, alors qu'on ne peut pas distribuer les terres qui sont disponibles pour la nation à des gens qui ont déjà... Et lui parvient à le faire. Et non seulement ces gens-là parviennent à avoir des terres auxquelles ils ne devraient pas avoir accès, mais ils ont des aides d'État hallucinantes, quoi, avec des intérêts zéro, vraiment des cadeaux. Et ça, les gens ont commencé à voir tout ça aussi, quoi. Et donc, ça a créé un mouvement de beaucoup de jeunes de quartiers pauvres, pas seulement d'étudiants, vraiment des jeunes de quartiers pauvres, etc., leurs mères, leurs parents, les gens de leur quartier, les syndicats ont enclenché, ont coordonné aussi la question, les Indiens, on a la garde indienne, notamment dans le Cauca dont parlait Julian, il y a là une garde indienne qui s'est mobilisée, etc., et dans tous les territoires aussi. Je crois que c'est une question aussi qu'on a parlé, c'est toute la question des territoires, paysans, noirs, indiens, etc., parce que c'était un point important du gouvernement de Petro. Et ces gens se sont aussi mobilisés dans cette Colombie profonde, frappée par la violence et par les politiques inégalitaires. Ok, bah merci. Ça nous amène peut-être aussi à la question fondamentale du programme sur lequel la campagne a été menée. Avec il y a une série de réformes structurelles qui sont proposées. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus dans le détail pour vraiment comprendre ce qui va peut-être changer si elles sont menées à bien pour la population colombienne? Moi, je dirais que la plus importante de toutes, c'est la réforme agraire. Les problèmes de la terre, c'est vraiment la source de tous les conflits de la Colombie. C'est la source de la guerre civile, c'est la source de la violence armée, c'est la source des inégalités. Et c'est aussi une réforme, ça fait 70 ans qu'on essaie de le faire. Et à chaque fois, les élites ont parvenu à éviter que ça soit fait. Donc, premier point. Et c'est lié aussi aux accords de paix, à l'application des accords de paix. D'ailleurs, c'est les premiers points des accords de paix, c'est justement la réforme agraire. Donc, si on résout les problèmes de la terre en Colombie, on résout déjà pas mal de choses. Tout d'abord, l'utilisation de ces terres-là, qui en ce moment sert à rien, alors que c'est des terres qui pourraient être productives, qui pourraient contribuer à la souveraineté alimentaire du pays, qui pourraient subvenir aux besoins des paysans, tout simplement, et qui aussi pourraient faire éviter les contrôles territoriaux des mafias. Parce qu'en fait, c'est ça une des causes de l'accumulation des terres en Colombie. On s'est dit, mais pourquoi on veut avoir autant d'hectares si on ne veut pas les mettre à produire? C'est tout simplement parce qu'en Colombie, les pouvoirs politiques dans les régions se constituent aujourd'hui sur la possession de la terre. Donc, c'est pour avoir les pouvoirs politiques et aussi pour avoir les contrôles du territoire et pour faire passer les produits du narcotrafic, etc. Donc, ça résoudrait aussi une partie de la violence armée dans les régions. Et l'autre, évidemment, c'est la réforme fiscale, c'est la charge fiscale qui, en ce moment, et notamment sur les classes moyennes et les classes basses, enfin les classes plus bas,
Et on va faire payer les 4000 familles les plus riches de la Colombie. Et plutôt, on veut se concentrer sur les 2% les plus riches de la Colombie et sur l'évasion et l'élusion fiscale. Ok. Ah oui, c'est quand même assez. Oui. Tu as quelque chose à ajouter, Paul-Émile? Oui, mais c'est très complet ce qu'elle a dit, mais disons, j'avais déjà mentionné un peu, c'est pour ça que je voudrais revenir là-dessus, sur la question territoriale, quoi. Ça fait partie aussi un peu des accords de paix, mais donc c'est une des premières choses que le président a dit, c'est qu'il va faire parler les territoires, quoi. Il faut que les gens dans les territoires commencent à décider de leur développement, de leur budget, etc., et que ce ne sera pas seulement une consultation, mais ce seront des décisions qui vont se prendre au niveau régional, etc. Et ça, c'est quand même très important, parce que c'est un pays, vous savez, la cordillère des Andes est éclatée en trois en Colombie, donc il y a plein de vallées, etc. Et chaque fois, il y a des différences culturelles et tout ça, et les gens sont très colombiens et très latino-américains, mais ils sont aussi très attachés à leur territoire, et bon, ils ont connu simplement la répression. Ils ont connu l'armée qui vient là, qui viole, qui tue, etc. Et puis après, d'autres groupes passent, qui souvent font aussi des exactions, etc. Et là, commencer à faire des dialogues régionaux, etc. Et puis alors, l'autre question, je crois, très importante, c'est quand même la question, effectivement, touchée aussi par Gillian, c'est la question écologique, quoi. Le gouvernement a déjà dit qu'il allait signer l'accord d'Escazú, donc c'est l'application des accords de Rio, quoi, sur la transition écologique. C'est très important, parce que ça veut dire que les populations locales seront consultées avant des méga-projets, etc., qu'il y aura une judicialisation s'il y a des problèmes, qu'il y aura des politiques publiques qui doivent être plus respectueuses de l'environnement, etc. Et le gouvernement antérieur avait été engagé à signer, mais en fait, ils ont toujours reculé, ils n'ont jamais fait, quoi. Et là, on a déjà le Chili qui va le faire aussi, qui a décidé de le faire, et maintenant aussi donc la Colombie qui va le faire. Je suis sûr qu'ils ne vont pas le faire seulement comme ça, quoi. Ça va être une politique très proactive dans ce sens-là, quoi. Et donc, ce sera vraiment une politique de valoriser la diversité culturelle, le monde indien, le monde noir, etc. Parce que les deux, bon, évidemment, Francia, elle vient de là, mais Petro, il a énormément de popularité dans les populations indiennes, etc., qui se sentent très représentées par cette présidence, par les deux. Mais avant de revenir sur les questions de paix, les questions démocratiques et culturelles, est-ce qu'on peut peut-être encore s'appesantir un peu sur le volet économique et de transition écologique? Parce qu'il y a quand même une volonté assez claire aussi de changer un peu la structure économique du pays dans le programme, notamment peut-être de sortir d'une économie qui plonge qui plonge le pays dans une partie non négligeable du pays dans le sous-développement et de transformer vraiment le tissu. Là, il y a une grande différence avec le Venezuela, hein. Donc là, Gustavo l'a souvent dit, voilà, il veut vraiment aller vers une sortie de la dépendance du pétrole et du charbon. Ce ne sera pas immédiat, surtout avec les demandes incroyables de l'Allemagne et tout ça. Il y a une pression très très forte internationale sur le charbon. Et donc ça, c'est une décision, et aussi de réduire vraiment la question minière, ça, c'est effectivement, et d'aller, comme disait Gillian, vers la question de diversité. D'abord, la question de la souveraineté alimentaire. Et là, il y a un gros problème avec les accords de libre-échange avec les États-Unis qui vont être renégociés et avec l'Union européenne qui voudra renégocier aussi. Parce que, bon, ce sont deux accords de libre-échange qui ont cassé la souveraineté alimentaire de la Colombie et qui ont cassé la possibilité pour la Colombie de commencer son industrialisation qui était très naissante. Et donc là, en général, Petro, il a signé, par exemple, nous, on a fait des pétitions contre l'accord de libre-échange, etc. Comme sénateur, il a toujours participé à s'opposer à ces accords de libre-échange. Alors, le minimum, il va falloir les revoir, quoi. Pour la petite histoire, je dirais que je devais savoir que seulement la ville de Bruxelles, sur toute l'Union européenne, a refusé de ratifier l'accord de libre-échange avec la Colombie. C'est le seul parlement de toute l'Europe qui, pour des raisons de droits de l'homme et de développement soutenable, n'a pas voulu ratifier l'accord de libre-échange qui est toujours en application provisoire. C'est bon de le signaler. Bah oui. On peut être légitimement assez
assez satisfait de ce genre de décision. Mais justement, aussi par rapport à la question du processus de paix, et voilà, depuis 2016, on sait bien que il y a eu il y a eu des avancées, mais aussi de gros contre-coups, des gens qui, voilà, les violences ne se sont pas arrêtées malgré tout. Et est-ce que depuis cette élection, l'espoir voilà, d'avoir un vrai processus de paix et une sortie complète de la violence est revenu? Est-ce que du côté notamment des paramilitaires d'extrême droite, est-ce qu'il n'y a pas eu de réaction extrêmement négative? Enfin, voilà, est-ce que vous pouvez un peu évoquer ces questions-là? Tout à fait. D'ailleurs, les jours de la victoire, les ELN, qui est la deuxième guérilla en Colombie, la plus puissante, qui n'a pas encore signé d'accord de paix, les jours de la victoire, ils sont sortis un communiqué comme quoi maintenant, ils étaient prêts à faire la paix, à une sortie négociée avec les gouvernements. Parce que les FARC ne sont pas les seuls acteurs armés. Et sans parler des paramilitaires, bien sûr. Alors, les paramilitaires, c'est plus compliqué, évidemment. Depuis les jours de la victoire, il y a eu pas mal encore d'assassinats des leaders civiques dans les régions et pas mal d'assassinats aussi de signataires de l'accord de paix avec les FARC. Donc, ça ne s'est pas tout à fait calmé encore avec les paramilitaires, même si l'ex-président Uribe et un secteur ample de l'extrême droite a fait un appel public à la reconnaissance des résultats, à la calme et à la paix. Je pense que, bon, ils savent très bien qu'en 4 ans, on ne pourra pas faire tous les changements structurels qu'on veut. Et donc, ils sont dans une attitude plutôt positive. Après, il faut attendre aussi les 7 août, qui est la prise des pouvoirs. Il faut attendre les changements qui vont sûrement se passer dans les forces militaires aussi. Il ne faut pas oublier que les principaux alliés de forces paramilitaires, c'est les militaires, c'est l'armée nationale. Mais c'est vrai que si bien évidemment ça n'a pas eu un effet immédiat, l'espoir est là. L'espoir est là et elle est vraiment justifiée. Enfin, il y a une vraie possibilité d'une sortie du conflit maintenant. Il y a toute la question du narcotrafic, hein, évidemment, qui est là l'argent de la drogue, quoi, qui a financé, qui finance tous ces groupes et qui finance la bourgeoisie colombienne, qui a financé en partie aussi la guérilla, qui au début s'est opposée à l'utilisation de la drogue et à la culture de la drogue, mais comme il n'y avait pas d'alternative pour les petits paysans, ils n'ont pas pu, et puis finalement, c'est devenu une source de financement aussi pour eux. Et donc, ça, c'est une énorme difficulté. On peut dire que le régime colombien sortant, c'est un régime narco-paramilitaire, narco-terroriste. C'est le régime qui a appuyé, qui a protégé les militaires qui sont allés tuer le président de Haïti. Mais ils font ça en interne, quoi. Ils utilisent la mort tous les jours. Et ça ne s'est pas arrêté avec les élections. Ils ont continué à tuer. Il y a des défenseurs, il y a un très grand commandant de la guérilla de toute la région sud du pays qui avait signé la paix, qui a été assassiné il y a à peu près une semaine. Il y a un dirigeant social qui continue à être assassiné tous les 2 jours. Il y a des gens du parti de Petro aussi qui sont assassinés encore maintenant, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un énorme pari pour la paix de la part du président et de Francia Márquez. Il parle de faire de la Colombie une puissance de paix, de la paix. Donc, et je crois qu'il va le faire au niveau intérieur et au niveau extérieur aussi. Au niveau de la politique internationale, il va y avoir une politique très proactive pour la paix. En fait, l'accord de paix, le gouvernement antérieur avait dit qu'il y avait des gens de son parti qui avaient dit qu'ils voulaient le détruire complètement, quoi. Alors, ils ont dû quand même plus ou moins l'appliquer, mais vraiment à contre... à regañadientes, en espagnol, enfin, contre leur propre volonté, mais c'était impossible de ne pas le faire. Le Conseil de sécurité l'avait entériné, tout ça, mais sans moyens, etc. Il y a quand même eu des résultats importants. Quand même. Il y a eu maintenant la Commission de la vérité qui vient de sortir son rapport, etc.
Il y a d'autres institutions qui existent, comme la justice spéciale pour la paix. Mais ces jours-ci, par exemple, des militaires reconnaissent qu'ils ont tué près de... Bon, officiellement, c'est 6400, mais nous qui travaillons sur les droits de l'homme, on sait que c'est près de 10 000 innocents qui sont présentés comme des guerriers au combat. Et comme ça, les militaires ont des promotions, leur bataillon est mieux vu, ils ont des week-ends, les généraux, enfin, montent plus vite dans l'échelle, etc. Et ils sont en train de parler maintenant à la justice pour la paix dans le gouvernement Douké. Tout ça va être boosté, tout cet accès à la vérité, à la justice va être boosté par le nouveau gouvernement. Et ça, c'est fondamental aussi pour avoir la paix, avec évidemment les moyens aussi, on espère qu'ils seront là pour la question de la réforme agraire, etc. Quoi. Bon, les terres confisquées, par exemple, étaient offertes aux narcotrafiquants, etc., étaient offertes aux plus riches, quoi. Maintenant, ces terres seront offertes aux plus pauvres. Ce sont des exemples, mais ça représente des millions d'hectares, quoi, hein, tous ces fonds-là, etc. Et alors, les cadeaux fiscaux, ils vont être effacés, les cadeaux fiscaux qui sont absolument aberrants d'un point de vue économique, de la croissance économique du pays, vont être effacés simplement en faisant un amendement dans une loi. Parce qu'on devrait aussi peut-être parler de ça plus tard un peu, montrer que le nouveau gouvernement va quand même avoir, en tout cas, peut-être pas une majorité de gauche, mais une majorité pour la paix, ça, il y en a une maintenant, quoi, au niveau du Parlement. Tiens, tu évoquais comment la commission de la vérité, justement, sur tout ce qui s'est passé ces dernières années, quel poids réel et comment ça va se structurer dans la pratique, enfin, comment ça se structure déjà dans la pratique et quel va être c'est un peu une question qui remonte déjà vers nous, des échanges avec le public. Donc, voilà, cette commission de la vérité, est-ce qu'elle va être capable de vraiment faire toute la lumière et d'aider à rendre la justice si tu veux, je vais peut-être commencer là-dessus, Gilles. Oui. Donc, parce qu'on a justement présenté ça à Bruxelles, au Parlement européen et aussi auprès de la communauté et des victimes aussi. Donc, c'est une commission qui a fait un énorme travail, qui vient de terminer son travail. Donc, en tout cas, le rapport, c'est un rapport de 8000 pages, qui est très moderne, en ce sens qu'il parle aussi des questions écologiques, des questions de genre. Enfin, il y a plein de sujets qui sont nouveaux. Il y a eu, en tout cas, une personne internationale qui a participé. Elle est aussi un militaire, mais qui s'est retiré un peu avant la fin du rapport. Et donc, c'est une commission qui a fait un travail d'une très grande qualité. Si on peut voir, maintenant, le rapport est disponible sur le site web. Et en général, les réactions des victimes et de la société en général, c'est que c'est c'est un travail qui a été très profond, avec une grande participation des victimes. Ils ont interrogé, je crois, plus de 25 000 victimes. Et donc, en fait, l'idée du rapport de la vérité, bon, c'est pas de faire justice, mais d'essayer de comprendre le conflit au plus proche de la réalité. Après, à côté de ça, il y a une autre institution officielle aussi, qui s'appelle la commission de la vérité, son rapport, et maintenant il y a quelques personnes qui sont chargées leur l'âme et qui ont envie de... Malheureusement, on a un petit problème avec la connexion de Paul-Émile. Paul-Émile, on va essayer de revenir vers toi après quand ça se sera stabilisé, mais peut-être, Gillian, tu peux... Je veux juste complémenter un petit peu dans les mêmes sens des Paul-Émile. La commission de la vérité, même si elle n'est pas contraignante et que son but, ce n'est pas de rendre la justice, elle est très, très importante pour la société, pour gagner la victoire, la bataille culturelle aussi. En Colombie, c'est hallucinant comment pendant des décennies, les médias, ils ont fait tout un discours des justifications des actions paramilitaires. Donc, dans la société, c'était plutôt sociablement accepté les actions de paramilitaires parce que c'était aussi méconnu. C'était méconnu l'effet qu'ils sont les auteurs de bien plus davantage des victimes que des guérillas. Tout ça, c'est des choses que la société ne connaissait pas. Donc, l'effet de mettre la lumière sur ça, de réécrire l'histoire du conflit armé, ça fait un bien énorme à la société colombienne.
Ok, merci. Voilà, Paul-Émile, désolé. Je ne Comment sais pas où ça s'est arrêté, je ne me suis pas rendu compte que ça devait mais, pas l'année prochaine. mais on a compris l'essentiel et avec ce que vient de dire Voilà. Fabienne, je pense qu'on a une vision beaucoup plus claire du rôle de la commission de la vérité et de son importance justement dans le chemin vers la paix en Colombie. En tout cas, il y a une série de recommandations qui sont Ouais. les conclusions du rapport qui sont hyper importantes. Ben, comment non, enfin voilà, on y voit plus clair grâce à vos deux explications. Vous aviez déjà évoqué les questions un peu internationales et notamment les rapports. Voilà, pendant des années, on sait bien que la droite colombienne a pu bénéficier d'un certain soutien au niveau international, ben, de la part de certains gouvernements, notamment aux États-Unis, en Europe, ou en tout cas d'une certaine complaisance dans la façon dont elle gérait sa politique intérieure. Est-ce qu'on va vraiment assister à une transformation de la politique étrangère de la Colombie, notamment dans ses rapports avec certains de ses voisins? Je pense évidemment au Venezuela. Mais aussi ben voilà, sur la question des accords commerciaux, que ce soit avec les États-Unis, avec l'Europe, ou encore, ben, on avait, on sait bien que la Colombie est un pays associé à l'OTAN, est un partenaire de l'OTAN, et donc est-ce que ça fait partie des grands changements qui arrivent aussi avec ce duo progressiste à la tête du pays? Oui, tout à fait. Les Venezuela, c'est une priorité pour nous. La frontière avec le Venezuela fait vivre beaucoup de gens. Donc, quand on ferme la frontière ou quand on ferme nos consulats au Venezuela, c'est pas Maduro qu'on attaque, c'est la population. Et c'est surtout une population qui est assez vulnérable déjà. Donc, évidemment, une des priorités, c'est la réouverture des frontières et les rétablissements des relations diplomatiques avec les Venezuela. Ça, Petro l'a dit plusieurs fois ouvertement. Et par rapport aux États-Unis, qui est du coup l'autre pays qui a énormément d'influence pour la Colombie, nous, on est dans une optique d'abord dénarcotiser les relations avec les États-Unis parce qu'en ce moment, les relations sont basées pratiquement uniquement sur la lutte contre le narcotrafic, au moins dans les discours. On sait bien que cette lutte, ce discours de la lutte anti-narcotrafic a servi pour que les États-Unis imposent des conditions économiques, commerciales, etc. Donc, déjà parler dans d'autres termes que ça, et aussi la renégociation des traités de libre-échange, évidemment, ça a bien commencé. Il y a déjà eu une première réunion des équipes programmatiques des Petro avec l'ambassadeur américain en Colombie, où on a pour la première fois évoqué sérieusement la possibilité d'une renégociation, et les États-Unis se sont montrés très ouverts à l'idée. Au moins d'en parler et d'en discuter, chose qui n'avait jamais été faite. Moi, je vais te parler un peu plus de l'Union européenne. Donc, pour moi, j'ai quand même pu observer de près durant 30 ans la politique de l'Union européenne vis-à-vis de la Colombie. C'est terriblement déplorable. C'est un suivisme par rapport aux États-Unis, mais surtout, c'est une énorme complicité par rapport à pratiquement un génocide, quoi. Il faut pas, quand tu vois qu'il y a 100 000, que la Commission de la vérité établit qu'il y a au moins, qu'il y a 125 000 disparitions forcées en Colombie. Voilà, ça c'est maintenant la Commission. C'est beaucoup plus que tout le Côte-Sud ensemble, quoi. Donc voilà, en Colombie, pendant des années, on a tué plus de syndicalistes en Colombie que dans tout le reste du monde entier. C'est la vérité comme ça qu'on voit. Donc, ce dont je parlais, les jeunes, les plus de 6400 jeunes assassinés pour faire être présentés comme
comme guerriero. On est vraiment dans l'horreur. Et là, l'Union européenne, qui aurait parfaitement pu se distinguer des États-Unis, etc., sous la houlette, souvent, je dois dire, des commissaires espagnols aussi, qui négociaient beaucoup le silence sur les droits de l'homme pour des avantages pour leurs compagnies, souvent des compagnies d'État qui sont privatisées après. Donc, on a malheureusement eu beaucoup de silence. Alors, après, maintenant, dernièrement, il y a un petit peu d'appui au processus de paix, etc. Mais là, je parle de la toile de fond, c'était une énorme complicité avec le drame colombien, où les Colombiens étaient tout seuls pour affronter ça. Et finalement, c'est eux tout seuls aussi qui sont parvenus à renverser ce régime narco-paramilitaire appuyé à fond par les États-Unis et à fond par l'Union européenne comme leur meilleur allié dans la région, comme leur espèce de tête de pont, l'espèce d'Israël de la région, etc. C'est ça qui a été perdu. Donc c'est énorme. Comme dit Gillian, avec les États-Unis, Petro dit parlons. Bon, vous polluez beaucoup, nous avons la forêt amazonienne, discutons, parce que c'est le futur du monde. Vous consommez de la drogue, ça casse notre économie, on produit, etc. Discutons pour résoudre ce problème-là. Il essaye de mettre lui-même des sujets sur la table sur lesquels les États-Unis sont obligés d'avoir une réponse, etc. Donc voilà, je crois que la victoire de Petro a très fort surpris, aussi bien Washington que l'Union européenne, comme c'était un mouvement aussi fort. Voilà, ça a pas mal démarré parce qu'ils ont tous les deux dû saluer la victoire, etc., la possibilité de développement soutenable, etc. Mais derrière ça, c'est très traumatisant aussi bien pour l'Union européenne que pour les États-Unis, pour Biden, pour laquelle la Colombie, c'est sa réserve stratégique en hommes pour les conflits qui mènent en Ukraine, etc. La Colombie est un exportateur de guerriers pour le moment. C'est justement le contraire que veut faire Petro. Il y a des soldats, il y a des soldats colombiens dans tous les conflits, quoi. Il y en a en Syrie, il y en a en Ukraine, etc. Et ça, les États-Unis ont pu pouvoir compter là-dessus. Et aussi, bon, pour le nickel, pour le pétrole, pour tout ce dont ils ont besoin, etc., ça va être un peu différent. Et l'Union européenne aussi. Et là, je crois que pour ceux qui veulent une Union européenne différente, et il y a quand même un boulevard de possibilités de coopération avec un régime qui croit très fort dans le droit international, qui croit très fort etc. Donc là, ça devrait, si l'Union européenne a été un peu fidèle à ses objectifs, être un partenaire magnifique, en fait. Donc des perspectives plutôt réjouissantes, voilà, pour le pays, et même pour l'ensemble de la région, surtout dans un cadre où on voit après un certain reflux, un retour des forces progressistes à l'avant-plan avec peut-être, on l'espère, le retour de Lula au Brésil d'ici quelques mois. Donc c'est vraiment un changement important. Et bon, avec le fait que pour la Colombie, c'est une grande première. Et cette fois-ci, vraiment dans ce que Paul-Émile a qualifié justement un peu de pion stratégique pour les puissances occidentales. Maintenant qu'on a un peu abordé toutes ces questions-là, je pense qu'on peut déjà parler des perspectives d'avenir. Il y a bientôt des élections régionales. Est-ce que la dynamique qui a été enclenchée il y a déjà quelques mois maintenant va se poursuivre, ou est-ce qu'il y a des risques de reflux, et comment peut-être aussi réagissent les puissances économiques voilà, je suppose qu'ils ne sont pas super enthousiastes par rapport à cette victoire de la gauche, et voilà, quels sont les dangers que ça fait peser aussi sur les promesses de changement apportées par cette victoire. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut commencer. Je pense que Petro, il a été très intelligent pour s'assurer d'avoir une gouvernabilité. D'abord, les pactes historiques qui a essayé de confédérer un peu la gauche et la centre-gauche. Aujourd'hui, c'est encore amplifié dans un Frente Amplio qui inclut aussi le centre-droite et même la droite pour discuter et arriver à faire des accords sur les fondamentaux. Les fondamentaux. Il est en train en ce moment d'appeler toute la nation, toute la diversité nationale à faire
désaccords. Il sait très bien, il l'a déjà vécu quand il a été maire de Bogota, il a été destitué, puis il a été restitué pour une sentence de la Cour interaméricaine de droits humains. Donc, il a appris de ces expériences et là, il veut pouvoir gouverner et il sait que pour pouvoir gouverner, il a besoin de discuter avec tous les secteurs de la société. Maintenant, moi, je pense que l'oligarchie traditionnelle colombienne avait beaucoup plus peur de Hernández que de Petro. Parce que Petro, c'est un démocrate, c'est un homme institutionnel et surtout n'a pas la majorité absolue au Congrès. Il est en train de la constituer, mais en faisant des accords avec les autres forces. Donc, évidemment, il y aura une opposition forte, je ne dis pas le contraire, mais je pense qu'il y aura aussi une marche des manœuvres intéressantes. Paul-Émile, tu as… Donc, moi, tu parlais de… Je crois que la dynamique est enclenchée depuis 2-3 les régionales antérieures. On n'entend pas? Maintenant, on t'entend. Si tu peux recommencer pour être sûr que… Allô? Oui, on t'entend, Paul-Émile. Désolé. Pas de souci. Oui, donc tu parlais de… D'accord. La dynamique, en fait, elle est enclenchée depuis les régionales de 2018, où l'uribisme a commencé à être défait par des forces alternatives, notamment Petro, mais d'autres aussi. Et donc maintenant, ça s'est affirmé lors de ces élections-ci. Et maintenant, si les élections avaient lieu maintenant, par exemple en septembre ou quoi, ben, la victoire serait beaucoup plus grande parce que les premiers pas ont montré qu'une série de mensonges de la droite se sont révélés, voilà, des mensonges, etc. Et donc la population se rend compte. Il faut dire qu'il y a une découpe du pays assez étrange. Donc les gens qui ont vécu le conflit en direct parce qu'ils c'est dans leur peau, etc., c'est eux qui sont vraiment mobilisés. Il y a des gens qui sont venus en pirogue, qui ont fait deux jours de pirogue pour aller voter. Il y a 1 million de jeunes en plus, des primo-votants, qui se sont déplacés vers les urnes, quoi. Cette fois-ci, c'est ça qui a été décisif pour la victoire. Et donc, les gens qui étaient vraiment dépendants de la télévision, des gens dans le centre du pays qui ne connaissaient pas le conflit directement et qui ont été plus vulnérables aux mensonges, ben finalement, maintenant, ils vont se rendre compte que c'est plus comme ça, parce qu'en fait, c'est ça. Donc, c'est vraiment le centre du pays qui a plutôt voté pour la droite, pour un candidat hallucinant, d'ailleurs. Mais c'est parce que, de l'autre côté, il y avait une telle campagne de mensonges. Et ça se démontre maintenant quand on voit une personne qui tient ses promesses, qui nomme des gens très consensuels, des gens très capables, des représentants indiens à l'ONU, par exemple, aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de cohérence et toute la diversité, la créativité de la Colombie est en train de se développer, quoi. Au niveau culturel, c'est une personne qui a fait du théâtre et donc il y a une espèce de boom comme ça de créativité économique, culturelle, sociale, ethnique, etc., qui est en train d'être évident, quoi, pour le pays, etc., qui va lui donner beaucoup de popularité. Effectivement, les dangers sont là. L'armée, va falloir la réformer, ça ne va pas se faire facilement. La droite, le type le plus riche du pays, a dit ben, vous ne croyez pas que les choses vont changer, hein, s'il n'y a rien qui va changer, moi je vais continuer. Voilà. Là, bon, il y aura des grèves armées de groupes paramilitaires, il y en a d'autres qui vont probablement déposer les armes aussi. Il y aura des grèves économiques, ils vont essayer de créer des carences de certains produits, ça, comme on l'a connu, hein, au Chili, etc. Voilà, on a déjà des alarmes pour le moment. Mais voilà, on a un gouvernement de très grande qualité qui est en train de se mettre en place et un président et une vice-présidente, un président qui a beaucoup d'expérience politique quand même, après 30 ans au Sénat, etc., et vraiment sous le feu là, de la droite tout le temps, et une vice-présidente qui a été forgée aussi au combat social à la base, quoi, hein, on a vu, etc. Et je crois que c'est une formation encore bien plus forte que les formations de guerriero, quoi. C'est le fait d'être dirigeant syndical ou dirigeant de lutte. C'est là que la formation est la meilleure pour après ça exercer. Et puis il a une expérience aussi, Petro a aussi une expérience de gestion. Il n'est pas seulement parlementaire, mais aussi de gestion d'une ville comme Bogota, qui est quand même
aussi grande, aussi peuplée qu'un pays comme l'Uruguay, par exemple. Donc, il a une gestion aussi administrative, ce qui n'est pas donné pour tous les députés, quoi. Parce qu'une chose, c'est d'être parlementaire, une autre chose, c'est de gérer un territoire, quoi. Et ça, il a quand même fait. Donc, on peut être quand même très optimiste en sachant quand même, évidemment, qu'en Colombie, beaucoup de gens utilisent encore les armes et tout ça. Mais ce gouvernement n'aurait pas pu commencer mieux, je crois. Mais justement, vous avez évoqué tous les deux des aspects. Elle a un côté assez pragmatique dans la Constitution aussi, enfin dans sa façon de gérer le conflit avec ses opposants directs. Il y a une phrase qu'il a pu prononcer, donc où il dit on développera le capitalisme pas parce qu'on aime le système, mais parce qu'il faut sortir le pays du féodalisme et le faire rentrer dans la modernité. Alors, on peut imaginer qu'à la fois, ça répond à une nécessité de moderniser le pays, mais peut-être aussi de rassurer justement les forces qui pourraient s'opposer à lui ou soutenir une opposition un peu violente. Mais est-ce que ça ne peut pas aussi mettre en danger ses soutiens les plus importants à gauche, dans les mouvements sociaux, dans les mouvements syndicaux, ce pragmatisme, ce réalisme, ou est-ce que c'est vraiment ou est-ce que est-ce que c'est stratégiquement la seule chose à faire et que le reste de la gauche et comment ses soutiens le comprennent aussi de cette façon Il y a plusieurs choses dans cette phrase. D'abord, il faut savoir que Petro, c'est quelqu'un qui est très conscient des gens qui l'ont élu. Et il dit souvent, si on se déconnecte du mouvement social, on nous fait un coup d'État. Les gens qui nous sont mis au pouvoir, c'est les mêmes gens qui vont nous faire descendre si on respecte pas nos engagements. Mais il a jamais promis des choses inatteignables non plus. Il s'est toujours présenté comme un gouvernement des transitions vers une vraie démocratie et des transitions vers une société plus juste, plus égalitaire. Mais c'est vrai que la Colombie est toujours dans un stade pré-capitaliste, dans un stade féodal. Et on ne dit pas que c'est le capitalisme qui va développer les pays, mais il faut voir aussi en détail son programme économique. Donc, est-ce qu'on préfère quelqu'un qui dit qu'il va développer les capitalismes en même temps qu'il dit qu'il va sortir de l'économie extractive, qu'il va arrêter de signer des contrats d'exploitation pétrolière, qu'il va diversifier l'économie, qu'il va nous amener vers une économie plus productive, etc. Ou est-ce qu'on préfère quelqu'un qui s'est dit communiste, mais qui ne sort pas des énergies fossiles comme nos voisins vénézuéliens. Donc, qu'est-ce qui est plus radical et plus juste pour une société réellement? Elle est là la question. Donc, je pense qu'il a tout à fait raison dans son discours et qu'il est très cohérent aussi avec son programme économique. Oui, moi, je suis assez confiant. Vu comment est la Colombie, quoi, et la vivacité des mouvements, le mouvement indien, des mouvements syndicaux, des mouvements noirs, paysans, etc., et le rapport qu'a le pouvoir actuel avec ces mouvements, qu'ils vont trouver une forme de travail qui ne va pas vraiment être… Ou alors c'est un capitalisme avec une série de choses, de pouvoir des territoires, etc. Et donc, il va se créer… Je crois qu'il a dit ça d'abord pour calmer aussi de l'autre côté, mais aussi parce qu'effectivement, il n'a pas vraiment un projet socialiste, je crois, mais il aura un capitalisme extrêmement social, en tout cas, et sui generis, et je crois qu'il va aller de plus en plus loin dans ce sens-là, parce que ça, je crois effectivement, comme dit Gilliane, que ça va être un gouvernement vraiment des communautés, des mouvements sociaux, des syndicats, etc. Et eux vont peu à peu… Voilà, le premier pas, c'est arrêter la guerre et commencer le grand débat. Et je crois que après, ce sera comme un gouvernement de transition. Et au moins, on pourra discuter maintenant en Colombie de quel modèle on veut, quoi. Et effectivement, parfois, c'est mieux d'avoir un discours comme ça
que des gens qui se disent communistes et qui sont à la pointe du capitalisme, parce que des régimes comme ça, il y en a aussi. Hein. Je veux dire, quand tu vois la Chine, c'est compliqué, c'est un capitalisme d'État, etc. Donc, il y a aussi beaucoup de problèmes de ce côté-là. Donc, c'est peut-être mieux d'avoir un espèce de discours réaliste au départ, et puis d'ouvrir la paix pour pouvoir lancer ce grand débat, et avec toutes ces communautés, etc., dire finalement quel type de modèle nous voulons, qui n'est pas nécessairement le socialisme européen, etc., peut-être un autre type de société, de relation économique qui vient plus de l'histoire même du pays, quoi. Ok, ben, en tout cas, merci à vous deux pour pour cette vision et ce qui nous permet, et vos interventions qui nous permettent d'y voir beaucoup plus clair. On n'a pas d'autres questions et là, je pense que le sujet, enfin voilà, vous avez eu l'occasion vraiment de rentrer dedans. Donc, on va pouvoir clôturer un peu plus tôt que prévu ce Facebook Live. En tout cas, un grand merci à tous les deux. Et un grand merci à Thomas qui a assuré le boulot technique, comment dans les coulisses et le boulot de préparation. Pour celles et ceux qui ont attrapé en cours de route et qui voudraient voir la suite, enfin le début, voir le débat dans son intégralité, ce sera disponible dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de la CJJ. Et en tout cas, merci pour ces explications qui nous permettent d'y voir plus clair et d'espérer avec le peuple colombien un chemin vers la paix et vers un nouveau modèle de société pour le peuple de Colombie. Merci à tous les deux. Et beaucoup. Merci à vous d'organiser tout ça et merci à Gilliane d'avoir pris le temps de participer avec nous. Voilà. Okay. Merci à toi, Pauline, et à Thomas, François. Merci beaucoup pour l'intérêt de vulgariser l'action colombienne. On l'apprécie vraiment, donc merci. Rien. Bonne soirée. Vous aussi, bonne soirée à tous et toutes.